RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenidos a todos, c'est l'After Espagne, votre podcast 100% Liga. Vous le savez, vous nous retrouvez chaque semaine aussi en vidéo sur YouTube, sur Afterfoot TV, sur vos box SFR Free Orange, sur vos télés connectées et sur l'appli RMC, BFM Play et bien sûr les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à mettre une note à la fin de ce podcast. Si c'est bidon, vous le dites, c'est pas grave, on se remettra en cause. À mes côtés cette semaine, il est de retour après 2 semaines d'errance, je ne sais pas où. T'as manqué 2 podcasts, Rémi Dumont. Ouais, mais ça fait une semaine. Ouais, mais t'as été malin, t'es parti le vendredi jusqu'au. Ah, c'est là où il faut la jouer tactique. Rémi Dumont est avec nous, journaliste Salut rédaction tout le monde. RMC Sport, heureux de te retrouver. Edgar Grolot est là aussi. On me dit qu'il a pimpé son décor dans son appartement à Madrid. Ah oui, pas mal. Salut messieurs, mal. avec une tringle à rideau. énorme collection de 3 maillots, rien que ça. Salut le head. Peut-être ouais, qu'on verra ouais. la collection s'agrandir petit à petit de semaine en semaine. Ah ouais, Pour l'instant, on a les 3 classiques, Atlético, Barça, Real. T'as cassé le livret A, j'ai l'impression là. Au moins, ouais. Non, mais j'ai pris les. Ils m'ont payé plus pendant l'absence de Rémi, donc tu vois. Très bien, bon, J'ai note pensé de sur les frais, maillots. ça passe en note de frais, tu sais ça, ça à Paris, on va s'en occuper. Les amis, cette semaine, épisode consacré à. Hey Jude, J'ai eu peur. don't make it bad. Hey Jude, joues-tu à ton meilleur niveau ? Quel est ton meilleur poste, toi qui as tout cassé il y a 2 ans, numéro 10 au Real, Jude Bellingham, bien sûr. Es-tu la même personne qui est contestée dans ton propre pays, l'Angleterre, et celle qui est aimée encore aujourd'hui au Real Madrid? On va analyser ton début de saison en Espagne, Jude, avec Rémi, avec Edgar, et se demander si tu fais encore partie du top 10 mondial, toi que certains imaginaient un jour Ballon d'Or. Plein de questions qu'on va se poser et des réponses qu'on va essayer d'apporter. Vous écoutez l'After Espagne, c'est parti. Go out and get her. Alors, monsieur Jude Bellingham et son début de saison, il faut rappeler d'abord Rémi qu'il a été perturbé par une blessure à l'épaule, une opération qui l'a privé du début de saison. Ouais, parce que ça faisait un certain temps qu'il jouait avec une sorte d'épaulière, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il avait un bandage à l'épaule. Cette saison, ça donne 11 matchs pour 3 buts, une passe décisive, donc un total de 662 minutes jouées. Il est 11e joueur utilisé, donc finalement, il fait partie des titulaires, entre guillemets, puisqu'il fait partie des 11 joueurs les plus utilisés. Et juste rappeler que parmi ces 3 buts et sa passe décisive, il y a un but et une passe décisive lors du Classico. Est-ce que tu estimes, Edgar, est-ce qu'on estime en Espagne que ça y est, il est à 100%, sa saison est lancée? Oui, parce que notamment sur le plan physique, on l'a senti sur les premiers matchs où il revenait, où il avait des bouts de minutes, qu'il était encore en dessous physiquement dans l'impact. Notamment le match où il est titularisé face à l'Atlético, c'est un petit peu une surprise qu'il soit titularisé dans ce match-là. Et je pense que c'est pas une passe décisive que lui a fait Xabi Alonso, parce qu'il était encore en dessous, ça se sentait. Mais depuis, il y a vraiment une amélioration et ça se voit notamment dans les statistiques, parce que les buts qu'il met, ce sont des buts de renard de surface où il est là au bon endroit, au bon moment, comme il sait faire, et on sait que c'est l'une de ses qualités. Et j'ai l'impression qu'il a retrouvé justement cette vivacité et les qualités qu'on lui connaît. Tiens, écoutons Xabi Alonso, c'est toi Rémi qui a sorti ce son. C'était après la victoire en Ligue des Champions il y a un mois, le 22 octobre dernier, face à la Juve. 1-0, il a été buteur d'ailleurs. Écoutez ce qu'on pensait déjà à l'époque Xabi Alonso. Independientemente del gol, creo que Jude ha hecho un partido muy completo. Même sans parler du but, Bellingham a fait un match très complet. Ce fut difficile car la Juventus n'a pas laissé beaucoup d'espace, elle jouait extrêmement bas, il n'y avait pas beaucoup d'espace à exploiter. Pero me gustó mucho el partido que hizo. Mais j'ai vraiment aimé sa performance, tout comme Arrête a fait. Aujourd'hui, il a encore été excellent et en plus, il a marqué. Je suis très content pour lui, mais surtout parce qu'il a retrouvé de bonnes sensations. Il s'est fait plaisir sur le terrain, il s'est bien battu, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a su se mettre en bonne position dans et autour de la surface pour tirer ou servir ses coéquipiers. Situaciones en área para tirar o incluso para dar. Je suis sincèrement heureux pour Jude. Y me alegro mucho por Jude. Et il y a un truc avec Bellingham, au-delà de sa forme, quand il est sur le terrain, je ne sais pas si tu en penses, Edgar, toi tu le vois quasiment tous les week-ends en Liga, il y a une présence, il y a un charisme. Quand il est là, c'est pas tout à fait la même chose. On parlera après de l'aspect technique, tactique de son utilisation, mais même sur les photos qu'on voit, c'est un gars qui prend de la place, certes, mais qui jouit d'un charisme quasiment inégalé au Real, quoi. Oui, c'est le genre de joueur, les premières fois que tu le vois au stade, il te marque tout de suite parce qu'il dégage quelque chose. Il y en a d'autres dans ce club. Kylian Mbappé, quand tu commences à le voir jouer, c'est similaire dans la prestance aussi qu'il a sur le terrain. Et tu sens que c'est un joueur qui est différent des autres. Jude Bellingham, voilà, tu sens vraiment cette chose-là que tu peux sentir aussi avec un joueur comme Pedri. Et je pense que c'est pour ça que même sur les moments où il est un petit peu moins bien, on remet pas vraiment en question son statut au Real Madrid, parce que ça se sent, ça se voit que c'est un joueur à part, et quand il est à son meilleur niveau, il est évidemment parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste.
Alors la question, c'est quel est son meilleur poste? Bien sûr, on va en parler. D'abord, regardez à quelle place il a été le plus utilisé depuis son arrivée au Real, Rémi. C'est en tant que milieu défensif. Il a joué à 70 reprises. Il a aussi joué milieu gauche 19 fois, milieu central 18 fois, 2 fois attaquant, 1 fois milieu droit. Comme quoi, il n'y a pas que Valverde qui passe du milieu à latéral droit, ou Tchouaméni du milieu à la défense, ou encore Camavinga du milieu au poste d'arrière gauche. Il y a aussi Bellingham, justement, qui joue un peu partout. Mais quelque part, c'est à la fois de ses qualités, et puis c'est peut-être là aussi un de ses défauts, finalement. Edgar, là, c'est sur le papier, sur les feuilles de match, hein, au coup d'envoi des rencontres depuis son arrivée au Real. Mais la réalité, est-ce qu'elle est aussi claire que ça? Une immense majorité de matchs en tant que milieu de terrain offensif? Non, elle n'est pas aussi claire que ça parce que j'ai envie de dire qu'à quasiment tous les matchs, depuis 1 an et demi, il joue presque tous ces postes-là. Et je pense que notamment la saison dernière et en fin de saison dernière, on lui demandait beaucoup de choses et on lui demandait trop de choses pour qu'il puisse vraiment s'exprimer avec toutes ses qualités. Il y a des matchs où on le voyait beaucoup trop défendre, par exemple. Alors oui, il a les qualités pour le faire et pour défendre et il apporte beaucoup à l'équipe, mais parfois il amenait tellement défensivement, il faisait tellement d'efforts qu'on sentait qu'il perdait en lucidité, qu'il se perdait en projection. Il récupérait la balle et il passait beaucoup plus simplement et sans faire de différence par rapport à avant. Donc je pense que la clé du succès pour lui et la clé aussi, l'une des clés pour le Real pour vraiment l'utiliser au mieux, ça va être de trouver justement cet équilibre par rapport à ses coéquipiers. On sait qu'il est capable de faire ça et ça, mais il faut faire des choix pour pouvoir vraiment le mettre dans les meilleures dispositions. Et je pense que malheureusement pour lui, depuis 1 saison et demie, souvent, on lui a demandé trop de choses sur le terrain et on lui a demandé de jouer à trop de rôles pour compenser les défauts des uns et des autres. Le problème aussi, je pense, pour Jude Bellingham, c'est que quand il est arrivé au Real, il n'y avait pas vraiment de numéro 9. Alors, il y avait déjà Vinicius, mais il a dû peut-être s'adapter, surperformer à des postes qui l'ont mis en évidence d'un point de vue des statistiques. Après, le problème, c'est que Mbappé est arrivé, il faut garder Vinicius, il y a aussi Rodrigo et voire d'autres recrues. Et donc là, il doit compenser et peut-être trouver de nouveaux repères. Alors justement, on a ressenti ses stats sur ces 2 dernières saisons. D'abord, commençons par celle où il a rayonné, et typiquement celle que tu décrivais, où il n'y a pas de numéro 9. Il s'occupait de tout au Real à ce moment-là. Saison 2023-2024. Bon, le palmarès, on le connaît, il est éloquent, spectaculaire, mais surtout la 3e ligne. 42 matchs, 23 buts, 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et pour sa première saison au Real, ce qui lui a valu d'être élu Golden Boy et de remporter le trophée Copa et d'être aussi finaliste de l'Euro avec l'Angleterre, sa sélection. Donc ça a vraiment été une saison complète où on se dit, il y a peut-être c'est la nouvelle star du Real à cette époque-là. Et du football mondial. C'est pas possible de refaire des stats comme ça au Real aujourd'hui, Edgar, pour lui? Non, à ce point-là, non. Il peut faire plus de stats que ce qu'il fait aujourd'hui et que ce qu'il faisait la saison dernière, mais avec un joueur comme Mbappé dans l'équipe, c'est pas possible parce qu'évidemment, il y a beaucoup de buts qui arrivaient et beaucoup de ballons qui arrivaient dans les pieds de Bellingham, qui arrivent maintenant dans les pieds de Kylian Mbappé. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. Je pense aussi que surtout la première partie de saison 2023-2024, c'est à la fois la saison qui lui a permis d'être dans l'esprit de beaucoup de suiveurs de football, un joueur de classe mondiale, mais aussi une saison et une partie de saison qui a été tellement gonflée au niveau des statistiques par rapport au rôle qu'il avait dans l'équipe, qui n'était presque pas un rôle de milieu de terrain, parce qu'il jouait tellement haut sur le terrain, il apportait tellement offensivement que on ne pouvait pas le considérer par exemple comme un numéro 8 par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, des fois on voit des statistiques qui ne sont pas à ce niveau-là, on se dit « Ah mince, comment ça se fait qu'il n'ait pas le même rendement ?» Mais c'était surtout une exception. C'était une exception. C'est quelqu'un qui est capable de beaucoup marquer, mais dont le rôle à long terme est d'apporter évidemment peut-être une dizaine de buts dans une saison, mais pas autant que ça évidemment. Cette saison-là, il avait été aligné 34 fois en 10, limite en 9,5 parfois, en 41 matchs. C'est la différence avec déjà la saison dernière également, Rémi, pour le coup. Oui, la saison dernière où il a moins joué, il a moins scoré. Et puis juste rappeler aussi, par exemple, que Jude Bellingham, quand il commence au Real, il y a encore Toni Kroos, il y a encore des Modric. Oui, donc il y a des joueurs d'expérience qui savent plus ou moins compenser ces déplacements. Là, c'est moins le cas puisque l'équipe a évolué. Puis il y a des joueurs aussi qui ont commencé à s'affirmer. Et la preuve avec Arda Güler, qui a tout simplement pris sa place à la Coupe du Monde des clubs parce que Bellingham s'était blessé. Il l'a ensuite remplacé en début de saison. Et quand on voit en termes de statistiques, on voit que cette saison avec le Real Madrid, Arda Güler est à 22 matchs joués contre 11 pour Bellingham. Il a 4 buts marqués, 3 pour l'Anglais. Il a surtout 8 passes décisives contre 1 pour Jude Bellingham. Arda Güler, c'est une bonne nouvelle pour le Real. Son avènement, en tout cas, il s'en rapproche. Est-ce que c'est une épine dans le pied de Bellingham ou pas, Edgar ?
C'est surtout un choix que va devoir faire le coach et surtout plusieurs choix qu'il va devoir faire pour essayer de faire fonctionner tout ça parce que Arda Güler, il a besoin d'être dans l'axe du terrain, dans un rôle de milieu, mais qui peut quand même se projeter offensivement. Et le problème, c'est que si je vous dis juste ces deux phrases-là, vous pourriez aussi me dire que c'est le rôle dont a besoin Jude Bellingham. Donc il faut trouver une façon d'associer les deux. Arda Güler aussi, il n'a pas aussi le même impact défensivement que pourrait avoir un joueur comme Fede Valverde qui est quasiment sorti du milieu de terrain, qui joue plus souvent latéral droit. On va voir si ça dure sur le long terme. Mais ça change aussi la donne au milieu de terrain et ça peut faire aussi en sorte que les autres milieux de terrain doivent faire un petit peu plus d'efforts et se répartir la charge qu'avait Fede Valverde. Donc cette question d'Arda Güler et de Jude Bellingham, c'est une question, pour moi, l'une des questions centrales dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour le Real Madrid parce que ce Real a besoin de la créativité de Güler. Mais ce Real a aussi besoin d'exploiter pleinement la qualité d'un joueur comme Jude Bellingham qui est un titulaire indiscutable. Comment tu fais marcher les deux ensemble? Pour l'instant, la solution n'est pas vraiment là parce que, par exemple, un match, on prend toujours ce match comme un match référence parce que ça avait été un échec collectivement pour l'équipe. Mais Jude Bellingham, quand il est titularisé à l'Atlético, on a senti tout de suite un Arda Güler qui était moins dans l'axe, qui pesait moins sur l'équipe. Il faut trouver des solutions et il faut trouver vraiment une façon de faire jouer ces deux armes du milieu de terrain, mais milieu de terrain assez offensif ensemble. Si tu arrives à les faire marcher ensemble, là, ça peut faire un combo parfait. Mais le problème, c'est qu'on disait ça aussi sur le quatuor offensif, le soi-disant quatuor offensif la saison passée au Real Madrid. Finalement, on n'a jamais eu un quatuor Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé performant. Et pour l'instant, c'est également le cas cette saison. On n'a pas encore eu ce quatuor offensif tel qu'on le fantasme. C'est quoi son meilleur poste, tu penses, Rémi, toi? Je pense qu'on l'aura jamais. Je pense que c'est numéro 10, ou en tout cas avec, je pense, deux milieux défensifs derrière lui pour assurer un petit peu plus le côté, les tâches défensives, parce qu'il a la qualité, parce que au-delà d'être un joueur hyper technique, c'est un joueur athlétique, il sait tout faire. Donc, faut pas oublier qu'il a joué en Angleterre, qu'il a été se performer, comment on dit? Ouais, T'as compris quoi. Il s'est amélioré, il a progressé en Allemagne. Voilà. Et donc du coup, il arrive au Real avec beaucoup d'arc, beaucoup de cordes à son arc. Le souci, c'est que si le Real Madrid jouait à 15, il n'y aurait pas de problème. Mais là, il joue à 11, donc c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué pour lui. Est-ce que finalement, il n'est pas à l'image de l'équipe, où personne, à part Mbappé, a réellement trouvé sa place et sa meilleure expression cette saison pour l'instant, Edgar? Totalement. Et c'est encore une fois, peut-être que Xabi Alonso devrait écouter ce podcast. Et je pense que toutes ces questions qu'on se pose, il se les pose aussi, en fait. Parce que c'est le casse-tête. C'est un casse-tête aussi qu'avait Carlo Ancelotti la saison passée. Sauf qu'en plus, il n'y avait pas Arda Güler dans l'équation. Arda Güler a trouvé sa place. Mais maintenant que Bellingham est revenu, il est toujours efficace. Mais on sent qu'il ne brille pas autant, je trouve, sur le jeu. Et c'est pas pour dire que Jude Bellingham est le problème. C'est surtout pour dire que pour l'instant, l'équilibre n'est pas trouvé, et ce à plusieurs postes, dans plusieurs secteurs de jeu du Real Madrid. C'est ça le souci, et c'est ça aussi qu'on reproche à Xabi Alonso, qu'on commence à reprocher de plus en plus à Xabi Alonso, c'est que finalement, il y a des problèmes qu'il y avait la saison passée qui sont toujours là. Oui, on voit des changements dans le jeu, mais il y a certains problèmes qui sont toujours là, et notamment dans la combinaison entre les joueurs, dans la cohérence de l'équipe, et lui, il parle souvent des distances entre les joueurs, du fait que l'équipe doit être compacte et doit bien travailler ensemble. On sent qu'il y a toujours des problèmes dans cette équipe d'entente, non pas des personnalités, mais footballistiquement, des joueurs qui doivent encore apprendre à parler exactement le même football. Et pour l'instant, ce n'est pas 100% le cas depuis que Xabi Alonso est arrivé. Alors, vous écoutez et vous regardez le podcast After Espagne avec Rémi Dumont et Edgar Grelot. On fait une pause très courte. On vient dans un instant. Cette question, Bellingham est-il un petit con? À tout de suite. Le podcast After Espagne avec Rémi Dumont et Edgar Grelot. Oui, question un peu provoque avant la pause, bien sûr, parce que c'est la question qu'on se pose en Angleterre depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Jude Bellingham est plutôt apprécié en Espagne, au Real, eu égard à ses saisons convaincantes. Mais en Angleterre, Rémi, ça va pas. On parle d'un joueur égoïste, égocentrique, narcissique, capricieux, individualiste. En preuve, l'un des derniers matchs de la sélection de Thomas Tuchel. Oui, et puis pas oublier qu'il a finalement très peu joué au haut niveau en Angleterre, puisqu'il a joué à Birmingham, mais il est parti directement ensuite à Dortmund. Et on sait que les Anglais adorent les joueurs qui jouent dans leur championnat. Mais pour en revenir à la sélection, il y avait déjà eu des premières polémiques entre Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, et Jude Bellingham, puisque Thomas Tuchel, je crois, avait déclaré que Bellingham avait été écœurant, je crois,
lors d'une des dernières trêves. Et puis, il y a ce petit fait d'armes face à l'Albanie lors du dernier rassemblement où Jude Bellingham a été sorti par Thomas Tuchel. Jude Bellingham n'a pas du tout apprécié, il l'a d'ailleurs montré sur le terrain. Et voici ce qu'a répondu Thomas Tuchel. Je ne veux pas en faire toute une histoire pour l'instant. Je pense que dans une certaine mesure, si vous avez des joueurs comme Jude qui sont très compétitifs, ils n'aimeront jamais ça, mais je maintiens ma décision. Le comportement est essentiel, tout comme le respect envers les coéquipiers qui entrent en jeu. C'est un engagement et un respect mutuel. Nous ne changerons pas notre décision simplement parce que quelqu'un agite les bras. Tu sens qu'il prend sur lui quand même Thomas Tuchel, parce que la discipline évidemment avec lui c'est hyper important, surtout quand tu pars sur 7 semaines de présence collective. La Coupe du Monde sera plus longue, la préparation avant, le voyage États-Unis, Mexique ou Canada, c'est important. Je rappelle également que lors de ce match-là, quand l'Angleterre marque un deuxième but, Harry Kane, lui est le seul à ne pas célébrer le but d'Harry Kane quand même. Ça veut dire que on est quand même sur c'est plus un jeune homme, Edgar, finalement, c'est un gars quand même qui a une certaine maturité, expérience, qui est encore un petit peu dérangé par ses humeurs malgré son expérience. Oui, et même en Espagne où il a plutôt une bonne image, la saison passée par exemple, il avait pris 2 matchs de suspension parce que il avait dit, allez, on va pas le dire parce que c'est pas de très beaux mots, mais il avait été pas très sympathique avec un arbitre. Il avait été on peut le dire en anglais, c'est pas la même langue. Non, il avait dit fuck off à un arbitre. Ah oui, tu peux le dire. Ça avait été très mal pris par l'arbitre et qu'il il avait pris 2 matchs de suspension. Donc c'est vrai qu'on sait que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui a tendance parfois à montrer son agacement sur le terrain, que ce soit envers les arbitres, que ce soit aussi envers ses coéquipiers quand quelque chose ne va pas. Ça fait partie de son personnage. Maintenant, quand je vois la déclaration de Thomas Tuchel, même si on sait qu'il aime aussi montrer son autorité et se faire respecter, ce qui est complètement normal, il explique qu'il veut pas faire d'histoire, mais il sait aussi, connaissant le contexte anglais, que sa déclaration va remettre aussi de l'huile sur le feu et va faire que les tabloïds vont repartir sur des histoires. Donc j'ai l'impression qu'évidemment il veut montrer son autorité, c'est normal, mais que je suis pas sûr que c'est aidé à calmer justement cette situation. Mais tu parlais des tabloïds à l'instant, ils sont hyper sévères en tout cas. Écoutez ce qu'écrit le Daily Mail. La star égoïste montre une nouvelle fois son vrai visage. Sa place pour la Coupe du Monde devrait être remise en question. Et puis un autre tabloïd britannique explique: mauvaise attitude, capricieux, on a déjà vu ça. C'est trop, Jude Bellingham. La question, et Julien Laurence en parlait récemment sur RMC dans l'After, lui il pense qu'il y a de sérieuses chances qu'il n'aille pas au mondial. Ça nous paraît fou de France évidemment. Si tu te places du point de vue de Tourelle, et d'ailleurs elle est très malin de faire cette déclaration maintenant parce qu'il y a quelques mois avant la prochaine trêve internationale, donc on va un peu mettre ça sous le tapis, mais au-delà de ça c'est surtout le fait de vivre en vase clos pendant un certain temps dans une compétition internationale qui fait que oui, son comportement pourrait poser problème. Après honnêtement, se passer d'un joueur comme Bellingham, je trouve ça très compliqué, surtout quand on voit, alors il n'avait pas été non plus le joueur de l'Euro 2024 où l'Angleterre avait été en finale. Exactement, mais il avait quand même marqué des buts importants, dont ce fameux retourné qui permet à l'équipe d'Angleterre de passer le tour. Maintenant, faut voir. Moi, je serais quand même très curieux de voir comment ça réagirait en Angleterre si Thomas Tuchel ne prenait pas Bellingham. Bon, effectivement, ça dépendra du taux de popularité également de Jude Bellingham. Thomas Tuchel compte sur lui pour le moment. Il a rappelé finalement, après l'avoir privé d'un rassemblement, je crois. C'est en tout début mais il était blessé. Alors, saison. Le premier, en septembre, il était encore blessé. En le deuxième octobre, était plus que... ça avait fait polémique parce qu'il revenait et commençait à déjà être performant. Bon, on parle de son entourage en Espagne, en Angleterre également. Quand je pense à son entourage, je pense à ses parents notamment, qui sont illustrés, son père surtout, qui s'est illustré quand il est venu parler à Niko Kovac après un match du Borussia où joue Jude Bellingham. Il lui avait reproché de ne pas le faire jouer à son meilleur poste. Est-ce que la présence de ses parents est aussi encombrante à Madrid pour Jude ? Elle a l'air moins encombrante quand même à Madrid que ce que nous raconte Paulo Breitner sur l'état des choses quand il était à Dortmund. C'est vrai qu'on n'en parle pas tout le temps de ses parents, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que tout le monde sait qui sont ses parents, tout le monde a déjà entendu parler de son entourage, et ça malheureusement, c'est à la fois le lot des très bons joueurs, mais c'est aussi rarement bon signe parce que quand l'entourage prend énormément de place dans l'actualité d'un joueur, c'est rarement bon signe parce que ça veut dire qu'on s'éloigne du terrain et ça veut dire qu'on s'éloigne de l'analyse pure des performances du joueur. Et ça, je pense que pour n'importe quel joueur, c'est jamais bon, sauf pour dire qu'il fait des dons à des associations. Mais en l'occurrence, on parle, je
pense, souvent de Bellingham en dehors des terrains, et on parle aussi de son entourage, ce qui n'est jamais bon pour la réputation. Mais c'est-à-dire, et pour l'image d'un joueur. Tu peux être plus concret ou pas? On parle de quoi quand on parle de sa vie hors des terrains? Sans entrer dans le détail non plus de sa vie privée, mais... Comme je disais, je pense que ça a été surtout le cas à Dortmund et moins à Madrid. Mais à Madrid, il a le traitement d'une star, donc on parle de sa copine, on parle de sa famille, on parle de tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une polémique à chaque fois, mais ce sont des choses qui nous éloignent du football tout le temps et qui ne sont pas positives, je pense, pour un joueur. Ouais, mais je pense que ce que je veux dire, Edgar, c'est, regarde, Yamal, on connaît son père, on connaît ses parents, Mbappé, c'est pareil. En fait, à chaque fois qu'il y a un jeune joueur qui éclate, qui est bon, qui est performant, bah forcément, on s'intéresse parce qu'on a aussi du mal à l'atteindre. Parce que finalement, Jude Bellingham, on l'entend très très peu dans les médias. Donc, du coup, on essaye aussi d'avoir les propos de ses proches, et notamment sa famille. Qu'on les connaisse, c'est une chose, mais parfois, certains interfèrent sur la carrière de leur enfant. En l'occurrence, bon, pour le coup, c'est arrivé avec Mbappé par le passé. C'est arrivé, tu l'as cité, avec Yamal, et ça arrivera encore peut-être avec Yamal, avec son père. Jude Bellingham a subi aussi l'ingérence de son père dans sa carrière à Dortmund, on l'a dit. Bon, en tout cas, on va suivre ça avec attention, bien sûr. La question aussi, c'est gagnera-t-il un ballon d'or un jour? Je voulais finir ce petit bonbon, cette question-là, et engager votre avis surtout. Je le disais, il y a 2 saisons, 3 saisons. Attends, on a les classements, tu as sorti les infographies. Rémi, en 2023, à Dortmund, il est 18e au classement du Ballon d'Or. C'est en 2024, où il fait son immense saison avec le Real. On rappelle, Ligue des Champions, championnat, finaliste de l'Euro 2024. Il sera 3e au Ballon d'Or et remportera le trophée Copa. La saison écoulée est forcément été moins bonne puisqu'il a moins joué, il a moins performé en 2025. 23e au Ballon d'Or. Mais rappelez qu'il est quand même ultra jeune, donc il a encore, à l'image quelque part de Lamine Yamal, le temps de remporter ce Ballon d'Or. Attention, le temps passe. Le temps passe. Il faut gagner avec le Real la Ligue des Champions, pourquoi pas. Edgar, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il est toujours pour toi un candidat au Ballon d'Or? En termes de niveau qu'il peut avoir, pour moi, oui. Maintenant, je pense que son poste et surtout la concurrence qu'il a va faire qu'il n'aura pas de ballon d'or, sauf si il gagne en star absolue une Coupe du Monde avec l'Angleterre. Mais sinon, j'ai du mal à l'imaginer passer en fait devant d'autres joueurs, d'autres jeunes stars qu'on voit. Je vois pas dans quel monde il sera devant un Mbappé, un Lamine Yamal, un Haaland, ou en tout cas devant les 3 à la fois. Et c'est ça la difficulté. Je pense que malheureusement pour lui, il y aura souvent, voire tout le temps, quelqu'un qui reste devant lui. C'est un sujet pour lui ou pas? C'est une ambition? Il a déjà exprimé? Depuis qu'il est à Madrid, il exprime comme tous pas les grand joueurs chose de Madrid, généralement, voilà, des choses. Voilà, j'ai envie de faire gagner l'équipe et j'ai envie de faire gagner la Ligue des Champions. Il a jamais, en tout cas, récemment, exprimé un désir particulier de remporter un Ballon d'Or. Après, j'imagine que s'il le gagne, évidemment, et s'il voit qu'il peut le gagner, ce sera une ambition. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui est présent dans sa communication particulièrement, à ce que je sache. Après, pour rejoindre Edgar, évidemment, là, à l'instant T, c'est difficile de dire qui pourrait le gagner prochainement, mais en même temps, quand on voit comment ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre, parce que rappelez-vous, la saison dernière, on se disait que Salah était parti pour remporter. Finalement, il a croisé la route de Dembélé, qui l'a éliminé en Ligue des Champions, et Dembélé a fait une saison formidable, et du coup, il a remporté le Ballon d'Or. Là, si Bellingham remporte, par exemple, la Ligue des Champions et la Liga, ce qui est potentiellement possible, et qui en plus il va loin en Coupe du Monde, pourquoi pas la gagner? Rémi, il a un problème. Ah oui, il faut la Coupe du Monde, mais sinon il a un problème, c'est qu'il a Mbappé dans son équipe. C'est ça le problème, et c'est pour ça que je dis peut-être que s'il gagne la Coupe du Monde, là du coup ça pourrait changer, mais quelque part c'est peut-être en 6 mois que ça peut évoluer et que tout peut changer pour Bellingham. D'ailleurs, on n'a pas évoqué la relation avec Kylian Mbappé. Nous, ce qu'on voit à distance sur le terrain, à l'image de cette photo que nous propose Fanny Bossé, tout va bien entre les deux, on est d'accord. Certains pouvaient imaginer, Paulo Breitner en parlait, attention, Mbappé qui arrive, il est face à un énorme ego de Jude Bellingham qui a porté un peu l'équipe la saison 2023-2024. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce qu'on raconte de leur relation là? Non, ils ont une bonne relation, ils l'ont affiché de nombreuses fois. Maintenant, le problème, c'est que sur le terrain, c'est vrai qu'on en attendait peut-être un petit peu plus. On attendait plus de connexion entre ces deux joueurs-là parce que ce sont deux joueurs qui apportent énormément et qui créent énormément de choses. Et c'est vrai qu'on aimerait les voir davantage combinés. Et ce qu'arrive à faire Arda Güler avec Kylian Mbappé depuis le début de saison, on l'espérait aussi de Jude Bellingham la saison passée. Donc on en revient toujours à la même chose. C'est pas forcément une question de rendement individuel, c'est une question de connexion entre les joueurs. Et est-ce que Xabi Alonso va réussir
enfin être celui qui arrive à faire en sorte que ces joueurs non seulement combinent ensemble, mais combinent ensemble à la hauteur de leur niveau individuel et de leur talent. Parce que pour l'instant, on est quand même en deçà de ce qu'on pourrait espérer dans la connexion entre ces deux joueurs-là, même quand ils sont tous les deux performants sur le plan individuel. On a envie d'avoir des actions entre ces deux joueurs régulièrement qui font qu'on se lève de notre siège et qu'on aime voir ces deux joueurs jouer ensemble. Quand on pense au Real Madrid, on ne pense pas aux combinaisons Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Et juste pour compléter ce que dit Edgar, hein, la saison dernière, c'était la première de Kylian Mbappé, même si elle était excellente d'un point de vue personnel, c'était moins le cas collectivement parlant. Bellingham était blessé, là il revient de blessure, seulement 11 matchs joués, toutes compétitions confondues. Il faut aussi un petit peu de temps pour que les deux justement aient des connexions, un peu comme sur le jeu FIFA, tu sais, où au fur et à mesure des matchs, les connexions s'intensifient. Mais voilà, abondance de biens ne nuit pas, puis en même temps, c'est un peu le problème légendaire du Real, historique. Hein. Quand tu as des grands joueurs, il faut savoir les faire jouer ensemble. Et aussi sur ces deux joueurs-là, ce qui a fait défaut aussi à l'image qu'ils ont en tant que duo, c'est que souvent, la saison passée, on reprochait à Kylian Mbappé le fait de voir Jude Bellingham faire des choses de numéro 9. Souvenez-vous par exemple la prise de parole de Thierry Henry qui avait dit les appels et les actions de Jude Bellingham sont les actions que devrait faire Kylian Mbappé en tant que numéro 9, c'est-à-dire prendre la profondeur, c'est-à-dire peser dans la surface. Et ça fait qu'on n'a pas l'impression de voir effectivement un duo, on a l'impression d'avoir deux joueurs qui parfois se complètent, mais plutôt l'un répond au manque de l'autre à son poste. Et c'est ça aussi qui fait qu'on a du mal pour l'instant à les imaginer dans l'imaginaire collectif comme un duo en puissance dans cette équipe. Et un duo marquant. Ouais, juste pour terminer, quand on voit l'action du but, la passe décisive de Bellingham pour le but de Mbappé pour le Classico, on voit qu'il y a vraiment une grosse marge de progression et que ça peut faire des étincelles. Alors imaginez, t'es leader de Liga, t'as 9 points déjà en Ligue des Champions, si tu progresses à hauteur de ton talent, ça peut être exceptionnel la saison du Real. Voilà, merci pour cet épisode spécial Bellingham, merci à toi Rémi, merci à toi Edgar. Magnifique. Quelle belle prise d'initiative. On se quitte en musique avec les Rolling Stones. Rien compris. À la semaine prochaine. Bye bye. RMC After Espagne.